Bonjour et bienvenue dans une vidéo qui est assez particulière, il faut quand même l'avouer. Alors, c'est on va dire une vidéo de papotage, comme vous l'avez vu dans le titre. Lisa papote parce que c'est vrai que quand je fais des lives, quand je fais des vidéos, quand je fais des podcasts, etc., très souvent, j'ai des retours qui me disent: «Ah mais c'est marrant parce qu'en fait, si on te pose une question, tu réagis, tu es capable de parler à peu près de beaucoup de choses et nous, on est toujours intéressés, pour en savoir plus, mais bon voilà, sinon, il y a pas longtemps dans un point lecture, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ah mais tu as abordé ce point, mais tu l'as pas dit trop, tu as pas trop développé, j'aurais aimé que tu développes». Je vois, «Non, enfin sinon mes vidéos font 6 heures, hein, on va se calmer». Et en rigolant, je lui dis: «Bah, on n'est quand même pas dans un Idéanville à refaire le monde, ni dans une rencontre entre nous». Et cette personne m'a donné une idée, elle m'a dit: «Et si je te pose deux questions, est-ce que tu pourrais donner ton avis sans, on va dire, sans langue de bois?» Alors je lui dis: «Bah moi, langue de bois pas trop déjà», mais elle me dit: «Non mais vraiment, voilà, je te pose des questions et tu me dis». Sous un format assez court, style une interview, comme si je t'interviewais, etc. Et elle m'a dit: peut-être que ça donnera des idées à d'autres qui vont dans les commentaires te poser des questions et peut-être que tu feras un Lisa papote de temps en temps comme ça». Donc je lui dis: «Oui, oh bah pourquoi pas, tiens, envoie les questions». Et en fait, elle m'a posé deux questions, et les deux premières questions, quand je les ai vues, je me suis dit: «Ah bah c'est pas con». Donc je lui ai répondu: «Écoute, trouve-moi le titre». Donc merci Anaïs pour le titre, qui s'appelle donc Lisa papote. Et elle m'a posé deux questions, et le but c'est que, en gros, sous un format d'une vingtaine, 25 minutes, sans compter l'intro, je puisse répondre aux deux questions. Alors en développant, en disant ce que je pense, ou ce que j'ai envie de dire, ou peut-être en m'appuyant sur des choses, etc., ou des exemples, etc. Donc elle m'a dit surtout, comme tu fais d'habitude, tu le fais live, et tu te restreins pas. Et puis, bon, après, elle me dit: tu es suffisamment intelligente, si tu estimes que tu as dit une énorme connerie ou qui passera pas sur YouTube, tu vas pas le faire. Mais voilà, je lui ai dit: si je coupe, vraiment, parce que j'estime qu'il faut couper, parce que moi-même, quand j'ai commencé à en parler, je me suis dit: oh là là, tu vas trop loin, ça va pas passer sur YouTube, etc. Bon, bah je signalerai que j'ai coupé un morceau. Voilà. Mais vous savez que normalement, je fais quand même assez attention. Alors, première question qu'elle m'a posée, donc ça part pour le premier morceau. Elle m'a dit: pourquoi lis-tu des romans sur le Troisième Reich dont tu sais pertinemment que tu ne vas rien apprendre et que tu ne vas pas aimer? Et évidemment, elle m'a mis Les Martines à la plage, par exemple. Ou les autres, voilà. Elle m'a dit: oui, comme le Norek, comme Aslak Nord, etc. Bon, tu as bien aimé, mais tu as eu quand même un peu la dent dure. Je dis: ah bon? Voilà, ou Les Martines à la plage. Alors, je pense que c'est une évidence, je vais le redire ici parce qu'il y a peut-être des nouveaux, quoique non, il y a beaucoup de gens qui s'en vont, mais on ne sait jamais s'il y a des nouveaux qui rentrent, qui ont vu la lumière sur rentrée. Bonjour, bienvenue, installez-vous confortablement. J'ai une appétence pour cette période d'histoire. J'ai commencé à m'intéresser principalement parce qu'il y avait des gens dans ma famille qui avaient vécu cette période-là, qui avaient combattu pour l'armée française ou qui étaient rentrés dans la résistance assez rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est pas en 44, c'est en 40. J'ai appris par mes grands-parents, par mes cousins, par mes oncles, par mes grands-mères qui m'ont raconté leur version d'être une femme pendant l'occupation. Et très tôt, je devais avoir une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser à cette période, à lire des livres. Et quand je dis lire des livres sur cette période, c'est les bases. Voilà, j'ai lu l'indigeste pamphlet absolument horrible de notre ami Adolphe. Enfin, ami, tout est relatif, hein, vous comprenez bien l'ironie de mon propos, j'espère. Donc, parenthèse sur notre ami. Donc j'ai lu ça, j'ai lu des pavasses, bref, j'ai fait des vidéos sur le sujet, j'essayerai de vous lister l'essentiel des livres d'histoire, à savoir
enfin à lire sur cette période-là, sachant que voilà, j'en ai pléthore et que depuis donc presque 45 ans, je lis, j'étudie, j'ai rencontré des personnes, j'ai lu des mémoires d'étudiants, des thèses, j'ai moi-même fait des études, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai faites depuis des années. Je pense qu'au bout de, allez, on va dire 43 ans et de poussière, surtout sur cette période-là, donc qui est ma période de prédilection qui est 19-30-47 en Allemagne et principalement 23-37 en Allemagne, je m'y connais quand même un petit peu chouïa. Voilà. Et c'est vrai que, et je lui ai dit, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de livres qui sortent avec cette toile de fond, qui sont des romans, donc des fictions, mais qui s'appuient sur un contexte historique qui, en gros, ne m'apporte absolument rien, ni dans la compréhension du système, ni alors que ce soit dans la montée du fascisme ou dans l'État après 1933 ou pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que ça soit sur le front à l'ouest, à l'est, au sud, au nord. Oui, je rappelle, il y avait des trucs au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Hein, c'était pas centralisé sur un seul endroit. Ni sur les résistances, parce que un des premiers livres qu'on m'ait fait lire, outre qu'on m'ait fait lire l'état de Pétain, enfin le régime de Pétain, Laval, etc. Mais on m'a fait lire la résistance et mon grand-père avait des livres sur la résistance dans les régions, dans les départements de France. Il y en avait je ne sais pas combien, une trentaine, quarantaine. Et donc je me les suis tous tapés. Voilà, parce que ça expliquait par département, par région, par groupe, le début de la résistance, l'embryon, jusqu'à la libération de leur territoire. Donc on apprend à tout âge. Et je le dis, quand je lis des livres d'histoire, il y a des choses que j'apprends parce qu'il y a des nouvelles données, parce qu'il y a de nouvelles archives, parce qu'on découvre des documents, parce qu'il y a des documents qui sont déclassifiés. Par les archives départementales, par les archives nationales, par des fonds personnels, par des gens, des personnages historiques qui ont légué, mais qui ont demandé une date butoir pour rendre public leur mémoire, leurs journaux intimes ou quoi que ce soit. Et puis, il y a les chercheurs. Il y a des chercheurs en histoire qui cherchent toujours, qui vont repérer la moindre trace, et on le sait, il y a des archives, des fonds privés partout dans le monde. Il se peut qu'il y ait effectivement quelqu'un qui, lors de la reprise de l'Allemagne, enfin de la défaite nazie, des soldats, des simples troufions qui ont récupéré une liasse de feuilles. Papy est revenu à la maison n'importe où. Il avait cette liasse de feuilles, il l'a mis dans sa cantine militaire. Personne ne s'est jamais occupé de ce qu'il y avait dans la cantine. Et puis son arrière-petit-fils va ouvrir la cantine parce que il faut vendre la maison d'arrière-papy et que, en gros, il va ouvrir, il va se dire oh là, mais qu'est-ce que c'est ce truc et tout. Il va le montrer à un historien ou à son pote de garage, et le pote de garage va lui dire mais va au lycée d'à côté, qui le montre au prof, qui le montre à un chercheur, qui le montre à un archiviste et un historien, et c'est comme ça qu'on découvre des choses. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des choses, il y a quelque chose il y aura toujours des mini trucs qu'on ne sait pas, etc. On n'a pas tous la science infuse, même les plus grands chercheurs en histoire, ils savent sur leur domaine, etc. Mais c'est une période que je pense connaître très bien. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a des romans que je lis juste pour le plaisir, parce que je sais que la trame ne m'apportera rien, mais que l'histoire en elle-même va me plaire. Moi j'ai un problème, alors, sachant que je connais cette période, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis des années, que ça soit mes lecteurs, que ça soit des abonnés, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur mon blog depuis des années, qui me posent des questions en off parce qu'ils s'interrogent sur quelque chose. Ils vont voir un roman qui les intéresse selon le résumé, mais qui me disent « Ah, est-ce que tu l'as lu ?» La première question, c'est « Est-ce que tu l'as lu ? Est-ce qu'il est bon ?» Mais au bon point de vue historique. Vous imaginez bien que je ne lis pas tout ce qui sort sur la Seconde Guerre mondiale et en priorité sur le Troisième Reich, et que je ne peux pas lire tout ce qui sort comme roman, c'est impossible. Simplement, il y a des romans, et c'est la grande mode ces dernières années,
Parce que ça enfonce des portes ouvertes. Alors le grand truc, c'est évidemment nos amis les Martines à Auschwitz. Oui, je sais, ceux qui aiment et qui sont sur cette chaîne vont se désabonner en grand nombre en me disant en off, ouais, ben moi j'adore ces romans parce que ça me détend. Alors moi personnellement, un roman qui est dans au camp d'Auschwitz, au Birkenau, n'importe lequel des camps de concentration ou d'extermination, ne me détend pas. Voilà, alors me sortir quand on lit ça pour s'évader ou pour juste parce que c'est un roman et qu'en gros c'est juste pour le plaisir de lire, moi je capte pas le plaisir de lire des gens qui ont vécu absolument l'indicible et l'horreur. Voilà, moi j'en ai rencontré, j'en ai vu, j'ai même rencontré des gens qui ont tenu ces camps et qui ont perpétué ces massacres, dont un, et je peux vous assurer que ce n'est pas une partie de santé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends pas. Et quand est sorti ces premiers romans, je me suis dit, il faut les lire. Il faut voir. Surtout qu'il y avait écrit librement inspiré d'une histoire vraie. Alors déjà, moi, librement inspiré d'une histoire vraie ou tiré d'une histoire vraie, déjà, c'est pas une biographie. Si vous mettez librement inspiré d'eux ou repose sur des faits, machin, c'est pas une biographie, c'est pas un document historique, c'est un roman. Il faut jamais oublier que c'est un roman. Donc forcément, il y a la part de romance. Je sais, je suis romancière, je le sais. Voilà, moi les livres que j'ai fait sur cette période-là ou que j'ai fait sur d'autres périodes, je sais très bien que j'ai pris quelques libertés avec mes personnages fictifs. Les fonds historiques sont bons, mais c'est comme tous les romans où il y a de l'histoire dedans. Alors les gens vous disent ah mais moi j'aime pas les romans historiques, mais tous les livres qui se passent à plus de 15 ans de notre ère, enfin de 2025, c'est des romans historiques. Hein. Si on parle de 2001 et qu'il y a un roman qui se passe autour des avions à New York, des World Trade Center, c'est de l'histoire. Hein. Il faut juste se rappeler de ça. Et donc, c'est vrai que je lis ça. Juste pour peut-être dire à quelqu'un, ouais, j'ai lu un ou deux de ces romans-là, et oui, effectivement, pas là, oh oui, ça va. Et c'est pour ça que pour moi, c'est normal de lire certains de ces romans pour pouvoir en discuter. Parce que si je ne les lis pas, je ne peux pas les critiquer, je ne peux pas dire quelque chose, je n'ai rien à dire, j'ai à fermer ma gueule, tout simplement. Donc c'est vrai que quelquefois, il y a des personnes qui me disent tu devrais pas, tu devrais pas les lire, tu sais très bien que ça va pas t'apporter, que tu vas t'exciter la rondelle, etc. Oui, mais si je les lis pas, comment je peux m'exciter la rondelle? Comment je peux contester ce qui se dit? Voilà. Alors les deux derniers que j'ai lus, effectivement, qui sont pour un pour la résistance finlandaise et l'autre pour la résistance norvégienne, c'est des choses que j'ai pas appris. Je connaissais très bien le sniper finlandais et je connaissais un peu assez bien la résistance norvégienne, surtout en 40. J'ai rien appris, mais c'est des romans qui, si vous ne connaissez pas, allez-y. Parce que ça se tient, parce que c'est hyper bien documenté, parce qu'il n'y a pas de problème. À part que je préfère, alors honnêtement, hein, je préfère la version Norek que la version Aslak Nord, qui pour moi est beaucoup trop brouillonne. Enfin, voilà, ces personnages, c'est sympa, mais voilà, ça ne va pas révolutionner des masses. Mais les Martines à la plage, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, j'en ai lu deux. Hein, les autres, je les lirai jamais. Hein. Je peux pas. Je conteste pas le propos et l'histoire que les personnes ont raconté à cette écrivaine. C'est pas la question. C'est la publicité, la commercialisation et la hype qui est fait sur là-dessus qui me gêne. Quand on connaît les conditions, quand on connaît le plan d'un camp, comment ils séparaient les gens, c'était pas un club med hein, à l'intérieur, il y avait pas tout le monde était dans la même baraque, hommes, femmes, enfants, cochons couvés. Hein. Non, 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 non. Voilà. Donc il y avait quand même un mini endroit qui était carrément une vitrine. Style la famille modèle dans un camp de vacances. Hein. Ah oui, pour les gens étrangers, pour la Croix-Rouge par exemple. Ah bah ils étaient pas trop cons quand même les mecs qui mettaient ça. Enfin c'est des salopards mais ils avaient pensé le truc. C'est pas un camp de vacances. Hein. Et quand votre seule idée, et si vous écoutez les témoignages et allez sur le mémorial de la Shoah à Paris qui est en ligne et sur YouTube et qui
où il y a des gens qui expliquent leur vie face caméra. Des fois, ça prend 1 heure, des fois, c'est 3 heures d'entretien. Alors, je sais que beaucoup de gens vous diront, ah, passer 3 heures à écouter. Ben oui, mais c'est des vies, c'est des gens qui expliquent comment ils ont vécu enfant, qui étaient bien dans leur quartier, qui n'avaient pas de problème avec leurs voisins, etc. et qui se sont retrouvés dans ces wagons à bestiaux et qui ont déjà passé des fois des jours et des jours sans manger, sans boire, en faisant leurs besoins au milieu, en voyant mourir des gens, en voyant crever des gens devant eux dans des souffrances atroces, même leur propre famille arriver sur cette rampe, voir que leurs parents partir d'un côté en pensant les retrouver dans un endroit et on leur a dit ben non ça sort par là, là tu vois la fumée c'est joli, ça sent mauvais mais c'est ça. Voilà, je suis désolée, se lever le matin en imaginant que vous allez rien bouffer, vous allez travailler 12 ou 15 heures dans le froid, dans le chaud, sous les coups de schlag, en espérant pouvoir arriver jusqu'au soir en vous couchant sur une paillasse qui est pleine de poux, de puces, des excréments dans la baraque, ça pue, etc. Excusez-moi, à un moment donné, c'est pas possible d'imaginer des choses un peu romancées à la mort moelle sur certains trucs. Enfin, je veux dire, oui, mais c'est une histoire, machin. Oui, ça existait, mais dans tous les camps, il y avait des corps de métier. Vous n'allez pas me les décliner sous tous les corps de métier. Voilà. Et c'est ça qui me gêne. Mais je les lis parce que je veux savoir. C'est comme l'Ange de Munich, c'était grand moment, personne ne savait qui était Gély. Ah bon, bah d'accord. Alors tout le monde disait, oh mais moi je connais très bien la Seconde Guerre mondiale, je connais très bien l'histoire du Troisième Reich, machin. Vous saviez pas qui est Gély? Et ni l'impact qu'elle a eu sur Tonton Adolphe? Ah ben alors excusez-moi, vous connaissez rien. Voilà. Et c'est ça qui me gêne. Et alors là, dans celui-là, ça m'a gêné encore plus parce que c'est même pas des libertés qu'il a prélevé l'histoire, c'est carrément des autoroutes. Quand on fait des romans historiques, notamment sur certaines périodes, je ne vous parle pas du Moyen-Âge, je ne vous parle pas des chevaliers cathares, des templiers, machin, vous pouvez inventer ce que vous voulez, il y a des séries qui sont faites, qui sont fausses, mais ça marche, voilà, parce que ça n'a pas eu un impact, machin, et tout. Mais il y a des périodes où, honnêtement, c'est compliqué. Et cette période-là est compliquée par le fait même qu'elle est une tâche indélébile dans l'être humain sur, je pense, des siècles entiers. Voilà, parce que avant jamais c'était arrivé à ce point-là dans l'horreur, mais vraiment. Et j'ose espérer que ça n'arrivera plus jamais de notre vie, que ça a servi de leçon à toutes les générations qui vont venir. Et c'est justement pour ça que ça me pose un problème. Et c'est pour ça que je continue à lire ces livres-là, en sachant pertinemment que je vais, bon, rien apprendre, tout est relatif, mais surtout que je ne vais pas forcément aimer. Mais je veux en parler, je veux pouvoir dire, par exemple à Anaïs, quand elle m'a un jour posé la question sur un roman que j'avais lu, je lui ai dit, oui, je l'ai lu, fais attention, il y a une grosse partie qui est romancée et l'auteur ne le dit pas. Il y a des livres qui sont faits qui vous disent ah mais ça a marché alors que c'est l'histoire de plusieurs personnes qui est rassemblée dans un seul personnage et c'est pas dit. Et c'est ça le problème. C'est que vous pensez, comme vous ne connaissez pas trop cette période, que c'est vrai. Mais non. Alors, il y a beaucoup de gens qui lisent et qui vont peut-être aller se renseigner, mais il y a beaucoup de gens qui lisent et qui, pour eux, et c'est la vérité, vous avez tout à fait raison de le dire, un roman, c'est pour passer du bon temps de le lire, c'est pour se détendre peut-être, c'est pour lire quelque chose qui vous intéresse, mais c'est pas pour vous prendre le chou pendant 3 heures derrière à compulser Universalis ou toutes les bases de données en ligne qui sont accessibles désormais, allez vous taper des mémoires d'étudiants parce que vous avez envie de chercher quelque chose. Non, je le comprends, je conçois, mais quand vous lisez ce genre de choses, juste faites attention au contexte historique, arrêtez de croire tout ce qui est dans les romans, et surtout, si vous n'êtes pas sûr, ne dites pas dans une chronique ou à vos potes ou quand vous faites un truc en ligne ou quoi que ce soit que c'est la vérité historique, que c'est la meilleure histoire que vous ayez jamais lue parce que oh mon Dieu, alors les trucs de Martine à la plage, j'ai quand même lu des gens qui disaient oh mais c'est tellement vrai, mais c'est tellement comme ça que ça se passait, mais c'est un hérésie parce qu'il y avait des commentaires dessous de gens qui ne savaient pas, qui disaient oh mais je vais le lire parce que si tu dis que c'est très bien et que c'est la vérité, je suis sûre que ça va me plaire. Mais en quoi ça te plaît de voir la misère et l'horreur des gens? Parce que si vous voulez ça, allez écouter les témoignages des survivants.
Allez écouter les témoignages des gens qui sont revenus, qui ont témoigné, que ce soit en anglais, sur la base de données que Spielberg a fait, que ce soit la Fondation de la Shoah, ou même le musée de la Auschwitz, ne les enquille pas, ces romans-là. Donc, quand vous voyez la bannière, il y a des romans qui sont vraiment étiquetés et qui ont, entre guillemets, l'aval de certaines organisations d'anciens déportés ou des enfants des anciens déportés, vous pouvez y aller parce que les mecs, ils savent de quoi ils parlent. Mais si c'est juste, voilà, quand vous voyez librement inspiré, tiré de faits véridiques, mais que c'est un roman, que c'est... alors quand c'est librement inspiré, alors là, vous faites attention, vous mettez les warnings partout, parce que si vous voulez faire un témoignage, vous faites une biographie de la personne. Ces personnes ont témoigné, elle faisait une biographie. Elle racontait, selon ses propres mots, une autobiographie, mais écrite par une tierce personne. Ça existe, hein. Il y a des gens dont c'est le métier, les écrivains publics. Il y a des gens qui écrivent, qui viennent, qui interrogent une personne et qui écrivent le roman d'une vie. Ça existe, ça se fait très... D'ailleurs, ça se fait, hein, pour les personnes qui sont intéressées. Je connais une personne qui le fait et qui l'a fait depuis des années. Voilà, qui va rencontrer, qui prend des notes, qui enregistre et qui après donne les vrais mots de la personne dans un roman. Mais c'est pas un roman, c'est la roman d'une vie, c'est-à-dire c'est le témoignage d'une personne, voilà, qui n'extrapole pas, qui met pas ses propres mots, ses propres sentiments, qui ne fait pas des choses pas possibles. Mais faites attention. Voilà, c'est bête, hein, de dire ça, mais c'est vraiment... C'est pour ça que je continue à le lire, parce que je veux savoir. Et je veux être capable, si un jour quelqu'un me dit quelque chose, je veux être capable de lui prouver par A plus B que c'est faux. Parce que, connaissant la période, je vais pouvoir, moi, dire à la personne, non, ce que tu es en train de dire, c'est la grosse connerie, donc arrête de dire ça, va chercher ça, non, va lire ça. Voilà. Si vous connaissez pas, c'est sûr que pour vous, c'est normal. Et vous allez trouver ça tout à fait logique et que c'est tout à fait bien et que vous n'allez pas vous poser des questions. Mais posez-vous des questions. Voilà. Après, allez demander à des gens qui connaissent. Dans votre entourage, vous avez sûrement des personnes qui connaissent certaines périodes. Bon, celle-là aussi, mais qui connaissent d'autres périodes. Si vous savez que c'est des gens qui lisent depuis des années des livres d'histoire, des vrais livres d'histoire, pas des... Martine, mais voilà, et qui vous disent, mais je connais bien cette période, pas forcément être un spécialiste, hein, on n'est pas personne, il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes, qui sont pas des historiens de profession, etc. Bon, si vous avez la chance de connaître un professeur d'histoire ou un historien, allez-y, moi ça m'est arrivé d'aller voir des gens que je connaissais, qui étaient spécialisés dans des périodes d'histoire que je maîtrise pas ou peu, ou pratiquement jamais, voilà, la Révolution française par exemple, je connaissais, je suis allée demander, est-ce que tu crois que je peux, machin, et j'ai posé des questions. Mais ça, c'est une curiosité, voilà. Après, si vous me dites, comme certaines qui m'ont agressé gentiment en me disant, ouais, Mima, c'est juste pour me détendre, détendez-vous, mais sur d'autres sujets beaucoup plus dramatiques, voilà. Donc, j'espère que j'ai un peu résumé pourquoi des fois je m'emballe. Je m'emballe parce que, je vous dis, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'estime qu'il faut faire très attention à ce que vous transmettez. Voilà, il faut faire attention à, quand vous parlez de quelque chose, bien mettre les formes, les espèces de warning partout en disant attention, ceci est un roman, attention, je suis pas sûre que tout le contexte historique soit vrai, attention, ça m'a l'air un peu litigieux, non, il y a des gens qui vous disent ah mais c'est vrai, ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Et deuxième question, donc, qui arrive à point nommé. Elle m'a dit, quelle est ta position sur la taxation, sur la vente des livres de seconde main? Alors, je dois avouer que je suis emmerdée, à juste titre, parce que, alors, en tant qu'auteur déclaré, donc romancière, mais auteur aussi de biographies, de monographies, de recueils d'histoires courtes, etc. En tant qu'auteur, je vais vous dire euh, que je trouve ça normal qu'il y ait une taxation sur la revente des livres de seconde main. Je vais expliquer pourquoi. Du côté de la lectrice que je suis, et je lis en moyenne entre 75 et 100 livres par an, ça dépend des années, ça dépend de ce que je fais, mais en moyenne c'est quand même minimum 70 livres.
Vraiment, minimum, j'ai compté depuis des années, le minimum, c'est 70. J'ai jamais descendu au-dessous de 70, même dans les pires années. Euh, et pourtant, il y en a eu. Alors, en tant que lectrice, les livres, c'est de plus en plus cher. Quelquefois, il y a des livres qui ont 80, 100 pages, 120 pages, qui sont vendus 23, 24 euros. Alors, je sais que le prix du papier a monté. En tant que romancière, je le sais parce que je vois, moi, mes dépenses et je vais vous expliquer. Mais mon budget n'est pas extensible comme lectrice. Donc, et très souvent, ces dernières années, j'achète des poches. Bon, là, les poches, c'est neuf, mais quelquefois, je les achète d'occasion parce que la personne, je les trouve sur un étal. Il y a beaucoup de salons du livre ou de marchés ou des livres où vous avez des livres à 1 euro, 2 euros, etc., qui sont en bon état. Et je suis la première à acheter des livres de seconde main. Euh, alors, ça m'arrange pour mon budget, mais à chaque fois, j'ai quand même une part de culpabilité parce que je me dis, putain, l'auteur, il touche rien du tout. Parce que quand vous êtes auteur, votre royalties, enfin votre droit d'auteur, n'est déclenché qu'au livre. C'est-à-dire que vous vendez, mettons, on vend un livre, vous touchez, alors généralement c'est entre 8 et 12% du prix hors taxe du livre. C'est-à-dire si votre livre hors taxe fait 15 euros, sans compter la TVA, les machins, les trucs bidules, 15 euros, vous touchez, allez, mettons 8% ou 9% ou 10%, après plus haut c'est quand même les stars, hein, donc voilà, mettons, allez, vous touchez 10% pour faire un truc rond, vous touchez 10% de 15 euros. Voilà. Par livre vendu. Bon, sans compter que sur ces livres vendus, alors si vous êtes dans une maison d'édition, je rappelle, vous, on va dire, pour faire court, vous touchez juste vos droits d'auteur, c'est-à-dire le 10%. Voilà. Et vous vous retrouvez donc avec, si j'ai bien compté, 1,50 € par livre. Alors, si vous êtes une star et si vous en vendez 1 million, c'est bien. Sachant que les premiers tirages, c'est 500 et que en moyenne, allez, sauf des grands trucs, vous dépassez, enfin, certains, des premiers romans, des romans, mettons que vous avez de la chance, que vous êtes bien lu, que vous êtes suivi, vous en vendez 2000. Voilà. En gros, vous allez toucher 3000 euros. Alors déjà, premièrement, 3000 euros, vous n'allez pas vivre toute votre année avec 3000 euros, hein, on est bien d'accord. Et en plus, excusez-moi du peu, vous allez payer les impôts. Oui, parce qu'il y a les impôts, vous payez les impôts. Bon. Oui, sinon c'est pas drôle. Oh bah, sinon c'est pas drôle. Voilà. Alors évidemment, si vous en vendez beaucoup plus, et des fois il y a des tirages, vous les voyez, ils ont vendu 400 000 exemplaires. Bon, ben, si vous avez vendu 1,50 € par exemplaire, vous êtes à 600 000 euros. Alors 600 000, c'est pas mal, bien sûr, c'est déjà énorme, mais combien d'auteurs vendent 400 000 exemplaires par an? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, vous vous dites, merde, cet auteur-là, le 1,50 €, il aimerait bien l'avoir. Bon. Et en tant qu'auteur, moi j'aimerais bien, et je le sais, parce que moi j'ai des livres qui ont été revendus, hein, je le sais, il y a des lecteurs qui m'ont trouvé sur des sites de revente. Bon, et je le dis à chaque fois, ne payez jamais un livre qui n'est pas neuf, qui est de seconde main, plus cher que ce qu'il était à la base. Moi, j'ai vu des livres à moi qui sont vendus 27, 28, 30, 40, 50 euros, alors que le livre est encore en vente sur The Book. Ne vous faites pas avoir. Allez voir d'abord où se vendent les livres de l'auteur, allez voir, et puis après vous prenez un autre site, et puis si vous le trouvez moins cher, ben, tant mieux. Mais si vous ne le trouvez pas moins cher, allez l'acheter neuf. Déjà, premièrement, j'aurai des royalties, mais sinon, non. Et en tant que, évidemment, lectrice, je me dis, chic, j'ai fait des sous, mais ça m'emmerde pour les auteurs, parce que je sais que quand on galère pour avoir des droits d'auteur, je dis pas qu'ils peuvent nous faire vivre, mais qu'ils peuvent nous dire, ah ben tiens, on n'a pas travaillé pour rien, parce que est-ce que vous accepteriez de travailler? Alors ne me sortez pas
Ne me sortez pas l'argument, mais c'est une passion, machin. Oh, ta gueule. Voilà, parce que si demain vous avez une passion du macramé, que vous commencez à vendre vos napperons, vous serez bien content de récupérer des sous sur les napperons. Et ne me sortez pas, mais et je vous sortirai pas, ah ben c'est parce que tu aimes crocheter, tu peux le faire gratos. Mais non, si tu le fais gratos, tu le donnes, tu le vends pas. Si on se met à vendre quelque chose, c'est que on veut monnayer notre talent, en tous les cas notre passion. Sinon on le fait gratos. Voilà, les gens qui me disent ah ben oui mais moi j'aime bien machin tout mais je le fais gratuitement tu sais c'est ça on n'a rien pensé ben non si dès que vous commencez à monnayer quelque chose si vous recevez par exemple pour les gens qui font des chroniques littéraires si vous commencez à recevoir des SP ou que vous recevez des invitations pour avoir des box machin ben d'entrée de jeu vous monnayez vos affaires c'est une passion mercantile, commerciale. Voilà, donc dès que vous monnayez quelque chose, il faut récupérer de l'argent. Voilà, alors je le dis, hein, les trois quarts des auteurs, et notamment auto-édités, mais même des auteurs dans des maisons d'édition, si vous êtes dans une petite maison d'édition, ça ne va pas vous payer votre année complète. Voilà, mais vous le faites par plaisir. Mais si déjà vous percevez plus les 1,50 € de droits d'auteur, sans compter que vous allez payer des impôts dessus, il ne va pas vous rester BZF. En gros, il va vous rester 80 centimes. Est-ce que vous accepteriez de travailler pour 80 centimes? Impôt déduit? Bah non, non. Voilà, donc c'est aussi une solution qui est facile en disant ouais, mais tu comprends. Non. Alors, nous, ce qu'on veut en tant qu'auteur, et je fais partie de la Société des gens de lettres, on fait partie il y a plein de sociétés, enfin des sociétés d'auteurs qui luttent pour ce genre de choses. On ne demande pas d'avoir d'avoir la même royalties pour la deuxième vente. On demande qu'il y ait un organisme style la SACEM, pour les droits d'auteur des musiques, qui, sur les sites de revente, style Vinted, Rakuten, tous ces trucs, moi j'utilise pas Vinted, mais j'utilise Rakuten, ou ailleurs, hein, Joseph Gibert, machin, etc., nous donne un pécule. C'est-à-dire style 0,10 centimes. Voilà. Ou alors, allez, 2 centimes par livre revendu. C'est rien 2 centimes. Vous ne les voyez pas passer les 2 centimes. Voilà. 2 centimes qui tomberaient dans cette caisse commune et qui seraient reversés. Voilà, un peu comme la SACEM le fait, avec le code barre. Je suis désolée, tous les livres ont un code barre. Tous les livres qui se vendent dans le commerce ont un code barre. Vous passez le code barre, ça veut dire que vous savez que c'est un des miens. Hop, 2 centimes. À la fin de l'année, il me reverse mes 2 centimes fois le nombre de livres qui ont été revendus. Vous, les 2 centimes, vous ne les voyez pas passer. Et nous, en tant qu'auteur, on se dit qu'au final, on a quand même quelque chose. Voilà, parce que je rappelle que théoriquement, les bibliothèques qui font des photocopies ou qui font des clubs lecture, etc., devraient payer quelque chose à l'auteur. Il y a des profs qui font des photocopies de livres, de romans actuels, hein, pour montrer quelque chose, etc. Théoriquement, on a un droit à photocopie dans un contrat. Si vous avez lu un jour un contrat d'auteur, je vous incite d'ailleurs à aller sur la liste, sur le site de la Société des gens de lettres, dans la CGDL. Il y a un onglet contrat, contrat à titre d'éditeur. Je rappelle que tout ce qui est hors à compte d'éditeur n'est pas un contrat. Si on vous demande de faire une cagnotte Ulule, si on vous demande de faire une avance, si on vous demande de payer le correcteur, si on vous demande d'acheter une vingtaine d'exemplaires, ce n'est pas une vraie maison d'édition. Voilà, d'où le fait que depuis des années je suis en auto-édition et que je préfère moi payer le graphiste, les corrections, la personne qui va peut-être me diffuser un truc à la librairie, etc., ou qui va démarcher 2-3 médias, plutôt que de donner des sous à quelqu'un qui va le faire. Oui, ils prennent des risques. Ah bah non, il ne prend pas des risques, hein, il te fait payer le truc. Voilà. Donc, moi, je sais combien ça coûte un éditeur, un imprimeur, je sais combien ça coûte en impression, mes romans coûtent à The Book, je sais combien il faut que je déduise des impôts, combien coûte ça, combien coûte le graphiste, combien coûte ça, et à la fin, je peux vous assurer que si je suis à 80 centimes de bénéfice, j'ai du cul. Hein. Voilà. Donc, tout ce qu'on veut, c'est ça. Alors après, la chance a voulu, enfin le hasard a voulu, quand elle m'a posé la question, que je venais de recevoir, en fait, le procès, enfin le procès verbal, les minutes de l'Assemblée Générale
de la Société des gens de lettres qui parlait de l'instauration d'une rémunération des auteurs au titre de la revente des livres d'occasion. Alors, ça m'a semblé être pas mal, parce que, en fait, en gros, ça me semblait être bien de vous lire ce qui avait été écrit. Alors, en fait, la CGDL et d'autres sociétés ont formulé 3 propositions qui permettraient, je dis bien permettraient, de régler et de réguler le marché afin que soit envisagée une rémunération plus juste aux auteurs. Alors, la première, ça serait une chronologie des médias, qui en fait interdirait la revente d'un livre avant, et ça c'est vrai que c'est honteux, avant un délai déterminé après sa parution, ce qui laisserait la chance à un livre neuf de trouver son public et de générer des droits d'auteur. Parce que par exemple, moi je vais sortir La Smala. Enfin, La Smala est sortie le 10 juin. Le tome 5 le dernier. Bon, si par exemple, un site de revente, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté et qui au final, bah oui, il a lu, ça lui a plu, mais qui va pas le garder, parce que bon, La Smala, c'est pas Tolstoï non plus, on va se calmer, le met sur un site de revente en ligne, sur Vinted par exemple, ou sur Rakuten. Bon, mais s'il le met 2 jours après ou 3 semaines après qu'elle l'ait lu, mais la personne qui va l'acheter va pas vouloir acheter le neuf, elle va acheter le vieux, enfin le d'occasion. Voilà, et le but, ça serait de laisser une marge, par exemple, on le sait que c'est long quelquefois, sauf si vous êtes des stars, mais on parle du lambda, auteur lambda, c'est quelquefois un peu long d'avoir un public qui s'intéresse à votre livre, parce qu'il y a tellement de parutions, et quelquefois ça prend 3, 4, 5, 6, 7 mois avant que votre livre puisse décoller, trouve son public, etc. Mais s'il y a des ventes déjà de livres qui ont déjà été, qui sont de seconde main, bah ça coupe l'herbe sur le pied, parce que comme vous touchez rien, bah, les gens vont acheter, ah c'est génial, ils vont lire, on va être content qu'ils lisent notre bouquin, mais nous on touche rien. Voilà. Donc au moins ce truc-là. 2, c'est une contribution financière des revendeurs des livres d'occasion. On ne parle pas des acheteurs, on parle des revendeurs. Qui seraient assis sur leur chiffre d'affaires collecté par un organisme de gestion collective chargé de reverser ces sommes aux auteurs. Une genre de SACEM. Voilà. Chaque site qui revend des livres d'occasion serait taxé par livre d'occasion revendu. Alors je vous dis, moi j'ai dit 2 centimes, mais c'est pour vous dire, mais ça pourrait être ça. Et le 3e, c'est un droit de suite pour les auteurs du livre, c'est-à-dire créant un droit à rémunération sur les actes de revente de leurs propres œuvres, permettant de reverser aux auteurs une rémunération en droit d'auteur. Voilà. C'est des propositions qui ont été portées au ministère de la Culture et à plusieurs parlementaires de la part de la Société des gens de lettres. Et qui a donné lieu au dépôt de 3 amendements fin de l'année 2025 et qui auraient dû se retrouver au projet de loi de finances 2025, mais comme vous le savez, malheureusement, ils n'ont pas été adoptés parce que le projet de loi de finances a été rejeté suite à la chute du gouvernement Barnier. Mais à l'occasion du festival du livre de Paris, donc en avril dernier, le président de la République a ouvertement été favorable à la mise en place d'une solution, on dit bien solution, permettant de reverser une rémunération aux auteurs au titre de la revente des livres d'occasion. Voilà. Et le ministère de la Culture aurait enchaîné derrière, parce qu'ils ont demandé l'avis au Conseil d'État sur cette proposition de création d'un droit de suite pour les auteurs de livres. Voilà. Alors, évidemment, on n'est pas sûr que ça aboutisse, etc. Mais si vous êtes honnête avec vous-même et que vous dites aimer la littérature et soutenir les auteurs, nous reverser un tout petit pécule sur les 2e, 3e mains, c'est pas demander grand-chose. Vous voyez, quand vous n'êtes pas abonné, par exemple sur Amazon, vous n'êtes pas Prime, vous payez 0,1 centime ou 10 centimes ou 20 centimes sur la livraison. Bon, on vous fait payer 0,2 centimes ou 0,4 centimes ou 0,10 centimes par livre revendu. C'est pas les 0,10 centimes qui vont vous ruiner à la fin de l'année. Voilà. Et ce qui permettrait à des auteurs de pouvoir peut-être déjà mieux vivre, ou peut-être se payer d'autres structures. Il y a des auto-édités que je connais qui n'ont pas les moyens de se payer un graphiste, qui n'ont pas les moyens de se payer un correcteur, qui n'ont pas les moyens de se payer une diffusion. Moi, je sais que je paye mon service de diffusion de The Book pour qu'il m'enregistre sur Amazon, qu'il m'enregistre sur la Fnac, qu'il m'enregistre sur Rakuten, etc. Et si je paye pas, j'ai pas ces diffusions-là.
Et à l'année, ça me coûte quand même. C'est une bonne centaine d'euros. Donc si vous ne faites pas ça, vous êtes pas distribué. Parce que vous êtes autorité, Alors donc si vous avez ce petit pécule qui tombe à la fin de l'année, parce que vous avez revendu une vingtaine de livres ou 10 livres dans l'année, ben, vous serez bien content de les avoir. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye de faire comprendre que c'est pas encore une taxation de plus. J'ai entendu, ouais, on nous taxe encore, et c'est toujours des taxes et tout. Enfin bon, Chatounette, tu achètes un DVD, tu achètes un VOD, machin, tu les payes tes taxes, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Voilà, donc soyez honnête envers vous-même. Si vous soutenez vraiment la littérature, les auteurs, et que vous dites en plus aimer les auteurs et qu'il faut avoir plus de diversité, ben aidez-nous. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, je le fais pas, je suis une grosse conne, mais en tant que lectrice, mais si demain ils font l'attaque, je serai la première à être heureuse de payer ça pour mes collègues, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, et je sais que la Société des gens de lettres demande la défense aussi du droit de l'auteur face au développement des outils de l'intelligence artificielle. Contrairement à ce que vous croyez, les auteurs ne sont pas contre l'intelligence artificielle, notamment le EA Act, mais veulent en fait une transparence, et ils veulent que la rémunération des contenus culturels qui sont utilisés par les intelligences artificielles permettent aux auteurs, aux créateurs de récupérer un 0,2 de pécule pour nous. Parce que je rappelle qu'à chaque fois que vous alimentez l'IA, quand vous lui demandez quelque chose, que vous lui donnez des renseignements, parce qu'il y a il y a des gens, vous donnez par exemple quelque chose de culturel, vous voulez faire un devoir d'histoire, vous demandez machin, vous allez scanner des trucs, lui demander ça. Mais quand vous scannez le bouquin, le droit d'auteur s'exerce, mais l'IA le récupère. C'est-à-dire que tout ce que vous donnez à l'IA le stocke dans sa base de données. Alors évidemment, ça permet d'améliorer les fonctions de l'IA, mais c'est gratos. Alors, à la base, Internet, c'était gratuit, mais ça devait être un gratuit accessible à tous et avec une aide partout. Voilà, mais là, ça l'est plus. C'est carrément du gratos. Tout le monde pense que c'est gratuit de tout faire, qu'il faut avoir tout gratuit. Ben non, jusqu'à la preuve du contraire, vous ne travaillez pas gratuitement pour votre employeur, hein. Voilà. Donc, si demain on vous dit ah ben non, c'est gratuit pour de travailler puisque en fait tu le fais pour payer ton loyer. Non mais Chatounette, on va pas payer, on va pas vivre gratos non plus, hein. Voilà, donc faites attention, mais je vous dis, il y a des sociétés qui se battent, c'est pas pour emmerder le monde, hein, c'est pas pour vous faire taxer, on vous demande pas 10 € par vente de revente, hein, mais on en est à des centimes, hein. Voilà, donc écoutez, si c'est 1 centime par livre vendu, eh ben, ça fera toujours un peu de beurre dans les épinards. Voilà, alors j'espère que vous avez compris mon avis. Dites-moi dans les commentaires si, déjà sur les deux questions, vous avez le droit de répondre, vous avez le droit de dire je suis une conne, vous avez le droit de dire j'ai raison ou j'ai pas raison, et puis même de me dire bah non, finalement, moi je veux pas être taxé sur le site de revente, en plus c'est même pas vous hein, qui allez être taxé. Voilà, donc, et puis quand vous lisez des trucs, essayez de vous renseigner auprès des sociétés des auteurs, auprès des sociétés qui gèrent ce genre de choses, des rapporteurs, etc. Parce qu'on entend tout et son contraire, et c'est très compliqué. Voilà, donc là, c'était vraiment les sources officielles de la Société des gens de lettres, hein. Ça sortait pas de là. Allez, d'ici là, écoutez, de toute façon, c'est simple, les amendements dont j'ai parlé là pour les droits d'auteur, c'est accessible gratuitement sur le site de l'Assemblée nationale dans Amendements et sur le site du Sénat dans Amendements 2024-2025, vous pouvez aller les chercher. Voilà, les sources sont listées, hein, je vous le dis tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce Lisa papote. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je papote, hein. Et puis en plus, je suis rentrée dans les clous parce qu'elle m'avait dit pas plus de 20 minutes par question. Ah, je suis trop bien. Je suis intelligente. Enfin, je suis très conne surtout, mais il faut que je me félicite quand même. Je suis quand même. Allez, merci d'avoir suivi ce Lisa papote. Et puis n'hésitez pas à commenter et puis à dire si ça vous intéresse. Et s'il y a des questions que vous voulez que j'aborde, vous avez le droit. Voilà, on peut parler de tout sauf de choses qui fâchent. Mais de toute façon, s'il y a une question qui me fâche, je le dirai. Je dirai, voilà, on m'a posé cette question, mais ça, je réponds pas à ce genre de choses. Voilà, il y a des trucs, c'est polémique, et puis je suis pas là pour faire de la polémique. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao.